Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 28 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Noah Guardiola, réalisateur et drag king. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Noah. Bonjour. Merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Déjà, merci. Dans la vie, je suis réalisateur et scénariste. Enfin, c'est un grand mot, mais je tends à être réalisateur et scénariste. Du coup, je fais des courts-métrages, des clips et des prestations en tant que vidéaste depuis pas mal d'années, environ 6 ans. Et à côté de ça, je suis drag king sous le nom de Fox Mulder, où du coup, je performe sur scène, j'organise des événements et je rejoins des événements. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver à faire de la vidéo ensuite ? Après le lycée, où j'ai fait littéraire spécialité art plastique, je suis allée à la fac à Lyon 2 pour faire le parcours licence art du spectacle, parcours image, où du coup on avait des cours de cinéma, de photo, un peu de théâtre et un tout petit peu de danse. Donc après la licence art du spectacle, c'était en 2020 que ça s'est fini, j'ai quand même décidé de continuer en master. Il y avait une année de master un peu générale où en gros il y avait toutes les spécialités de master 2 en même temps et on choisissait un peu ce qu'on voulait à droite à gauche, c'est-à-dire qu'on pouvait autant avoir de la programmation que de la réal, que de la production, que de la distribution de films, etc. Et en deuxième année de master, je me suis spécialisée en documentaire, réalisation et production. J'ai pas de lien particulier avec le documentaire, juste j'ai pas réussi à avoir les concours ou autres masters que je voulais qui étaient plus en fiction. Du coup, je me suis dit autant continuer quand même dans la réal, dans la prod pour apprendre un peu plus. Et du coup, j'ai continué Lyon 2 jusqu'au bout du master 2, quoi. Ok, c'est une expérience qui t'a plu ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir acquis et appris ce que tu y cherchais ? Bah, en vrai, je pense que ça m'a appris pas mal de trucs, surtout en termes de culture générale, en termes d'analyse filmique, d'écriture et d'autonomie. Mais à la fois, moi, ce que je voulais, c'était faire des films, pas les analyser. Donc ça, c'est un truc qui, à la fac, des fois, on sait que c'est plus théorique, la fac. Après, à Lyon 2, il y avait quand même des cours de pratique, des ateliers. On avait un film de fiction à faire en deuxième année, un film documentaire à faire en troisième année. Et en Master 1 et 2, j'ai choisi de faire des films au lieu de mémoire. Parce qu'on a le choix justement de soit faire quelque chose de pratique, soit faire le mémoire. Et du coup, j'ai quand même appris pas mal de trucs, mais en vrai, à la fac, tu vois vite un peu une séparation entre ceux qui vont se contenter de la théorie et ceux qui vont se dire ouais, ok, je suis à la fac, mais je veux quand même faire des films. Et du coup, qui vont farmer les projets associatifs, en autonomie, entre potes. Enfin, vraiment, il y a tout type de projet, quoi. Et en fait, t'apprends sur le tas comme ça, genre en faisant, quoi. Et ça, pour le coup, ça m'a appris un peu la déterre et le fait que on a beaucoup cette image des fois de valoir moins que les écoles privées ou que les grandes écoles de cinéma, alors qu'en fait, la fibre entre guillemets artistique, le fait de travailler son histoire, sa patte, etc., tout le monde peut le faire et genre c'est accessible à tout le monde. Et développer une patte artistique, c'est tellement personnel et tellement nourrir son imaginaire, etc., que c'est accessible aussi à la fac, quoi. Genre, si t'es déter, si tu veux raconter des histoires, tu le fais par tous les moyens possibles, quoi. Et c'est ce que tu as fait aussi avec Kinox, non ? Est-ce que pour ceux qui connaissent pas Kinox, tu peux nous présenter ce que c'est et nous dire ce que toi tu faisais dedans ? Kinox, c'est Kinox, c'est l'association de cinéma de Lyon 2, qui existe depuis pas mal d'années maintenant, et qui a pour but de vraiment développer la création de films, que ce soit fiction ou documentaire ou clip, mais également de la photographie, il y a de la médiation culturelle, ça a vraiment pas mal de pôles différents, et ça a aussi une revue de cinéma. Et moi, dans Kinox, je dirigeais la revue de cinéma pendant une année, j'ai fait ça. Et du coup, ça permettait à tout le monde de pouvoir écrire sur le cinéma, ou la photo d'ailleurs, et du coup de faire des articles, soit des critiques, des analyses, juste partager son film préféré, faire des interviews, voilà.
Mais pour le coup, j'ai pas participé à d'autres projets de Kinox à part le magazine. Donc, ouais, ce qui t'a attiré aussi, c'est le fait de pouvoir, avec Inox ou à la fac en général, bah, créer des liens avec les gens qui étaient là-bas et ensuite, de ton côté, commencer du coup à faire du court-métrage, des films. Tu peux nous dire comment tu as commencé ça? Est-ce que tu as une vidéo que tu pourrais dire comme la première que tu as faite et nous parler un peu de ton parcours en termes de court-métrage et de vidéo? Le premier court-métrage que j'ai réalisé, c'était en première ou en terminale. Bon, je sais plus, mais vers l'âge de 16-17 ans, il s'appelait Doudou. Et c'était réalisé dans le cadre du festival J-Court, qui est un festival à la Croix-Rousse, qui existe toujours. Et qui, c'était, je crois que la première édition, et en gros, ils nous accompagnaient pour faire un court-métrage. Ils nous fournissaient le matériel et on avait même une aide à l'écriture si on voulait. Et ensuite, il était projeté pendant le festival au cinéma Saint-Denis de la Croix-Rousse. Et du coup, c'était dans ce cadre-là que j'ai fait mon premier court-métrage qui avait été envoyé notamment au Festival du film jeune, enfin que du feu maintenant. Et il avait gagné le prix de la meilleure interprétation à l'époque, donc c'était la toute première édition du festival. C'était quand même cool, et du coup c'était donc le tout premier court-métrage que j'avais fait. C'est ouf d'avoir un prix pour son tout premier. Ouais, j'étais un peu en mode waouh. Après, c'est parce que aussi mon cousin qui jouait dedans, il était comédien professionnel et tout. Peut-être tu es un peu doué aussi, mais bon. Mais voilà, c'était un film mignon sur un gars qui est pas assez indépendant, du coup il décide de se séparer de son doudou parce qu'il dit on est trop collés l'un à l'autre, faut que je prenne mon indépendance et tout. En fait, c'est le doudou qui va prendre plus d'indépendance que lui. Ok, Du trop coup, voilà, mignon. c'était ça le synopsis. Il y avait déjà un peu le truc sur l'imaginaire et tout. Et après, en vrai, ça a été un peu calme ensuite. Enfin, je suis rentrée à la fac, tout ça, parce que j'ai pas eu le concours de la Cinéfabrique. Et enfin, j'ai pas choisi la fac. C'est plutôt genre, où c'est que je pouvais aller en restant à Lyon? Bon, la fac. C'était plus ce mood-là que, tiens, je vais aller à la fac. C'était plus, bon, un peu nonchalant, quoi. En mode, ça ira très bien. Et du coup, par contre, ça m'a mis un cadre pour réaliser un court-métrage avec une plus grosse équipe en deuxième année, où je me suis dit, tiens, et si on faisait une comédie musicale pour le film de fin d'année? Et du coup, c'est la première fois que j'avais vraiment une équipe, etc., avec pas mal de personnes. Il a fallu gérer un budget, enfin, j'ai fait un peu de prod dessus aussi. C'était Les Sirènes se meurent? Non, c'était Sans regard. Sans regard, ok. Ça s'appelait Sans regard. C'était aussi avec mon cousin en acteur principal, donc ça c'était cool de voir l'évolution entre Doudou et Sans regard, où il y avait déjà un step, quoi. Et après, je suis passée dans le documentaire plusieurs années avant de revenir au court-métrage. Enfin, j'ai fait une petite pause. Enfin, c'était pas volontaire, mais j'ai fait moins de courts-métrages de fiction pendant un temps, parce que j'étais plus focus sur le documentaire, mes rendus, etc. Et du coup, je suis revenue au court-métrage de fiction en rencontrant Maëva Chazalon. Si vous ne la connaissez pas. Si vous ne la encore. connaissez pas, elle est dissociée. Ça m'a remis au court-métrage de fiction et depuis, bah, c'est là-dedans que je fonce, quoi. Ouais. On va en parler après parce qu'il y a des gros courts-métrages qui vont sortir à un moment donné, je crois. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a attiré du coup vers le cinéma? Comment tu t'es dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie? En vrai, je sais depuis toujours que mon but dans la vie, c'est de raconter des histoires. Parce qu'enfant, j'écrivais des petites BD, j'ai fait énormément de dessins. Au lycée, justement, il y avait l'hésitation entre partir du côté du dessin ou partir du cinéma. Je n'ai jamais pensé au cinéma d'animation, hein. C'était l'un ou l'autre dans ma tête. Mais ouais, le but, c'était de raconter des histoires. Et je sais pas, je pense que j'aime bien le côté un peu chef d'orchestre du réalisateur de film qui... Bah, on touche à de la musique, on touche à de la déco, on touche finalement au dessin aussi avec les storyboards. Enfin, en fait, on touche à tous les domaines que j'apprécie et genre, je suis pas musicien et dans un film, il y a quand même une musique et ça me satisfait énormément. Et ouais, je sais pas, je pense que c'était l'aspect collectif et de toucher à plein de trucs différents pour créer une œuvre. Enfin, je pense que le dessin, je le voyais comme quelque chose d'assez solitaire à l'époque et du coup, je trouvais le travail collectif assez incroyable. Et tu dis que du coup, tu as commencé à être attiré vers le cinéma depuis que tu es petit. Du coup, c'était quoi les films de ton enfance? Ça venait pas mal de mes parents qui étaient très fans de cinéma et mon père notamment parce qu'il était très fan de Nouvelle Hollywood, donc en gros Steven Spielberg, George Lucas, donc
les Indiana Jones, les Star Wars, E.T., enfin tous ces films-là d'aventure, films américains du coup plutôt, qui m'ont énormément attirée enfant, c'était vraiment trop bien. Ma mère, elle nous a fait découvrir pas mal de comédies musicales aussi, c'était plus son créneau. Et du coup, là qui me vient à l'esprit, c'est elle qui m'a fait découvrir le Rocky Horror Picture Show. Ok. Donc ça, qui Trop a été bien. un film très important. J'avais même pas le beau drag dessus à l'époque, mais donc film très important pour moi. Puis elle m'a fait découvrir Cry Baby ou Les Demoiselles de Rochefort, enfin plein de comédies musicales assez imposantes. Donc c'était très cool. Trop bien. Et puis c'est vrai que chez toi, parce qu'on se connaît un peu, et chez toi, ce que j'ai toujours aimé, c'est qu'il y a plein de BD, il y a plein de jeux de société, mais aussi des jeux un peu drôles. Enfin, c'est toujours, en fait, j'ai l'impression que tu as un univers, tu as toujours été baigné dans, ouais, c'est ça, les histoires, que ce soit à jouer, à regarder, à lire, il y a tout un univers fictionnel qui te suit depuis longtemps, quoi. Oui, c'est ça. Mes deux parents sont des créatifs. Mon père, il travaille dans le jeu vidéo. Ma mère dans Internet, mais elle fait aussi beaucoup de photos. Elle s'intéresse à énormément d'arts différents. Du coup, c'est deux grandes sources d'inspiration qui ont nourri tout mon imaginaire, quoi. Et puis tu fais pas que réaliser, en vrai tu t'écris aussi, si je me trompe pas. Tu Oui, étais scénariste, on oui, peut dire. oui, c'est ça. Enfin, quand je fais mes propres projets, je suis aussi scénariste, souvent en duo, parce que c'est plus simple pour moi d'écrire à plusieurs, dans le sens où ça permet de se confronter à l'idée d'un autre, à se cadrer. Et même quand on bloque, c'est hyper cool d'être deux et de réfléchir ensemble aux problèmes, etc. Donc, réalisateur scénariste. Et pour des projets qui sont pas les miens, je peux être plutôt cadreur, chef-op, et des fois un peu dans la post-prod, mais voilà, c'est ça, Mm. j'y touche plus de loin ou pour l'institutionnel. Et après la fac, tu as commencé à faire tes premiers contrats aussi en vidéo. J'avais commencé les contrats vidéo en parallèle de la fac. Ouais. J'avais, si j'ai commencé mon statut d'auto-entrepreneur, c'était pour justement pouvoir facturer en parallèle de la fac pour faire rentrer des sous par-ci par-là. Et ça a commencé parce que ma mère, qui fait du coup des sites internet, m'envoyait ses clients. Quand justement ils avaient besoin de comme vidéo, etc., elle disait oh, il y a mon enfant qui fait ça, let's go. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des contrats vidéo. Trop bien. Et c'est quelque chose que tu comptes continuer? Là, je suis dans une phase où tout bouge pas mal parce que oui, j'aime bien être indépendant en vidéo et pouvoir faire des captations, etc. Mais là, je suis en train de... On parlera peut-être des dissociés un peu, mais écoutez le podcast de Maëva Chazalon pour en savoir plus sur les dissociés. Mais... Trop bien, tu fais ma pub pour moi. mais du coup, il y a aussi le fait que je vais peut-être... Enfin, cette branche institutionnelle que j'ai, je vais peut-être la continuer plutôt avec les dissociés qu'en indépendant parce que le collectif, c'est bien. Oui. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est les dissociés pour ceux qui n'ont pas écouté? Super, l'épisode avec Maëva. Les dissociés, c'est de base une association qui est en train de devenir une société de production du cinéma et de l'audiovisuel, c'est-à-dire court-métrage, clip et institutionnel, notamment dans le secteur de l'art, du culturel. Et du coup, c'est avec avec les dissociés que j'ai réalisé pas mal de mes courts-métrages et un clip. Et aussi, c'est avec eux que je suis chef-op ou cadreur. Et du coup, voilà, on est en train de structurer tout ça avec Maëva et Chérine, l'autre personne qui en fait partie, pour monter une boîte qui nous ressemble avec des valeurs d'inclusivité, de diversité, d'éco-responsabilité, puis d'engagement aussi. Parce que bon, bah ça, du coup, Maëva, on a beaucoup parlé dans l'épisode avec les dissociés, donc des représentations qu'elle tient à mettre aussi dans ses histoires. Mais c'est aussi quelque chose qui, toi, te porte beaucoup et c'est aussi des choses dont tu parles à travers tes courts-métrages, notamment le dernier que vous avez tourné, c'est-à-dire Chronique de la forteresse et du King. Est-ce que tu peux nous présenter ce court-métrage? Ça fait depuis septembre 2022 que je travaille sur Chronique de la forteresse et du King, qui est du coup mon dernier court-métrage qu'on a tourné en novembre 2023.
et qui est produit par Les Dissociés. Et c'est un projet qui met en avant un drag king qui est suivi d'une armure de chevalier qui est constamment là dans sa vie. Et cette armure, c'est symboliquement sa dépression, sa dysphorie, sa santé mentale en soi. Enfin, en gros, c'est son intériorité qui l'enferme tellement que c'est devenu une sorte d'entité dans sa vie qui le suit partout. Et du coup, il y a l'aspect... Enfin, ça touche à des thèmes du coup qui dans ma vie sont hyper importants. Un personnage queer, trans, et la santé mentale, que je représente par ce biais imaginaire, métaphore, parce que c'est mon univers de cinéma, l'imaginaire. Et du coup, avec Les Dissociés, c'était aussi le moyen de faire un gros projet où on a cherché des subventions. On est une équipe d'environ 40 personnes. C'était fou de dire ça. C'était huge. Ouais. Du coup, le but, c'est un peu que ce projet qu'on porte aille en festival, voyage, qu'on puisse le mettre sur notre portfolio, on a vraiment mis toutes nos valeurs, toutes nos capacités, tous nos amis, on a rencontré des gens incroyables pour ce film, etc. Tous les postes, c'était des gens incroyables et on porte ce projet qui est actuellement en cours de post-production et on espère que ça va marcher. Et vous avez mis un cheval sur les quais. Oui. Ça, c'est dingue. On a mis un cheval sur les quais de la Guillotière pour une petite séquence que vous verrez. En vrai, ça m'a vraiment impressionnée quand vous avez fait ça, autant au niveau de l'histoire, des images. J'ai pas pu tout voir, mais j'ai vu des petites captures et tout, mais aussi au niveau prod. C'est fou de pouvoir réunir autant de gens. C'est votre premier court-métrage à cette échelle-là, quand même. Il y avait déjà eu des films Les Dissociés assez conséquents en termes de logistique, notamment Un destin français où il avait fallu tourner dans le sud, etc. Mais là, c'était vraiment, on s'est dit, on tourne un film en conditions professionnelles, même si tout le monde était bénévole. On s'est dit, là, c'est comme si c'était un film professionnel, c'est-à-dire qu'on a justement cherché le budget pour tourner dans de bonnes conditions, que ça fasse un peu l'exercice final pour nous, parce qu'il y avait des gens qui étaient en fin d'études, d'autres qui étaient juste après, des jeunes diplômés. On a voulu mixer tous ces horizons. Il y a des gens de plein d'écoles différentes. Il y a l'Écart, il y a Ciné Créatis, il y a l'Arfis. On a fait une sorte de réseautage ultime et une équipe vraiment soudée qui venait de plein d'horizons différents. Et ça, c'était vraiment stylé. Ouais. Et il y avait le Lyon 2 aussi. Il y avait le Lyon 2 aussi, c'est vrai. Et en plus, on était plein de Lyon 2. Après, ce qui était drôle, c'est qu'on était aussi plein, dont 60% n'avaient pas fini la formation. Du coup, c'était drôle. Il y avait beaucoup d'abandon. Mais c'était très drôle. On était en mode Lyon 2, RPZ. C'est bon. J'adore. Donc là, comme tu as dit, c'est exercice final avec Les Dissociés. Qu'est-ce que c'est la suite pour vous? Comme tu as dit, vous allez déjà faire les papiers pour devenir une entreprise. Là, c'est en cours. Et qu'est-ce que tu comptes proposer au sein de Dissociés? Qu'est-ce que vous comptez proposer tous ensemble? Alors, les mots exacts, peut-être qu'on les a pas encore, mais le but, c'est de s'ancrer dans le paysage audiovisuel lyonnais. On n'est pas monté à Paris, donc on veut vraiment s'ancrer à Lyon et pouvoir proposer des prestations de clips, de captation, de montage, mais qui suivent nos valeurs. On n'a pas envie de faire des publicités pour Total. On aimerait pouvoir soutenir un secteur qui nous ressemble, quoi, qui porte nos valeurs. Et du coup, cette partie institutionnelle permettrait de développer et nourrir l'aspect accompagnement d'auteurs, d'autrices, pour du court-métrage, notamment et surtout de fiction. On a vraiment pour but de faire des courts-métrages. Après, sur 10 ans, si on peut aller vers le long, c'est bien. Mais voilà, on veut vraiment accompagner les autrices et poursuivre, nous, nos projets. On entend beaucoup parler du fait que à Lyon, il y a beaucoup de gens qui finissent par partir à Paris pour travailler dans ce secteur-là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Et pourquoi c'est important pour vous aussi de dire nous, on va rester là? La plupart des projets, ils se montent à Paris ou sont dirigés par des Parisiens qui viennent tourner en province. Déjà, ce mot. Et du coup, c'est compliqué quand il y a cette grosse bulle à Paris, mais à la fois qui est bouchée. Parce que si tout le monde monte à Paris et que... c'est un endroit qui est saturé de projets et de gens, et du coup, c'est un peu la guerre là-bas.
Mais du coup, il y a beaucoup plus de projets où, à côté de Lyon, qui, notamment en fiction, c'est beaucoup plus calme, quoi. Mais à la fois, si au CNC, quand ils reçoivent leur dossier, ils ont 90% de projets qui sont parisiens, bien sûr qu'il y aura plus de projets parisiens produits par mathématiques. Alors que s'il y a de plus en plus de projets lyonnais qui sont proposés, il y aura plus de projets lyonnais. Et en plus, depuis le Covid, je sais que beaucoup de Parisiens sont allés s'implanter ailleurs parce qu'il y a eu un peu un ras-le-bol de Paris. J'avais discuté avec une productrice parisienne qui s'est implantée à Clermont-Ferrand. Pas la ville la plus dynamique du monde hors festival. Il y a juste le festival, ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Et qui disait non mais tu peux faire ta base un peu n'importe où en soi parce que et puis même on n'est qu'à 2 heures de train de Paris, s'il faut y aller pour rencontrer des gens, etc. C'est faisable. Mais je trouve ça vraiment important de déjà le cadre de vie c'est pas le même, et c'est chouette de préserver sa santé mentale en ne montant pas à Paris. Et à la fois si on travaille tous ensemble pour ancrer un cinéma à Lyon, je pense que ça va marcher. C'est la ville de la création du cinéma, il n'y a pas trop de meilleure ville pour faire ça, quoi. C'est un peu l'idée de ramener le cinéma à Lyon. Oui, j'ai une copine qui a tiré ça à son avantage aussi. Elle venait, ses parents ont grandi dans une toute petite ville, on peut même dire un village. Et là-bas, il n'y a rien qui se passe en termes de propositions culturelles. Et elle a grandi à Paris, mais elle est revenue là-bas pour fonder sa compagnie de théâtre. Et au final, du coup, elle a plein de subventions parce que la région, ils ont que elle. Donc, en vrai, ça c'est une bonne solution. Let's go implanter le cinéma dans la Creuse. Mais c'est ça, en vrai. Je pense qu'il y a aussi une volonté des régions et des petites villes que ça revienne. Donc, je pense que ça peut être un bon parti pour tout le monde, quoi. Vauquier, il est pas chaud, mais bon. Ouais, Vauquier. Clairement. Bref. Anyway. Dans ton dernier court-métrage, en acteur principal, il y avait Yax Feriventi, qui est quelqu'un que tu connais bien. J'en parle pour passer aussi un peu sur le côté drag king. Je crois que c'est Yax qui t'a pas mal aussi introduit à ce milieu. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment t'as connu ce milieu et comment t'as connu Yax et qu'est-ce qui s'est passé? Le milieu du drag, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement, même si je pense que j'en ai vu par-ci, par-là sur Internet, mais j'ai jamais mis le mot dessus avant assez récemment, fin 2022, où de base je viens de l'univers du cosplay, c'est-à-dire l'interprétation de personnages de fiction, etc. Et étrangement, je faisais que des cosplays de personnages masculins, déjà, voilà. Mais c'est un peu en continuant... en passant par le cosplay que j'ai commencé à tomber sur le drag en voyant que c'était un art qui, qui était dans l'incarnation d'une masculinité, mais pour porter des messages, des valeurs, de la politique. Et du coup, j'étais en mode, c'est bien le cosplay, hein, mais ça, là, il y a un truc à jouer, c'est intéressant. Du coup, j'ai commencé un peu dans mon placard à faire des maquillages type drag tout seul dans mon coin, jusqu'à un jour me dire, mais... peut-être il y a des ateliers en fait quelque part. Et ça correspondait aussi au moment où j'ai commencé à voir mes premiers drag shows et où il y avait aussi la première saison de Drag Race France qui a quand même permis d'avoir une visibilité sur le drag, même si c'était du drag queen, assez énorme, quoi. On va dire que ça a touché un nouveau public quand même. Et même si j'avais commencé à voir un peu avant, ça a permis de rendre plus visible quand même pas mal de types de drag. Et du coup, j'ai vu un atelier organisé par Yax à Lyon, qui était un atelier pour apprendre les bases du drag king, du maquillage notamment. Et du coup, c'était en décembre 2022 et j'y suis allée. Du coup, c'était vraiment cool. Déjà, j'ai eu un coup de cœur humain pour cette personne. Ça aurait été drôle que tu dises, j'ai détesté. En fait, Yax... Non, c'était genre un coup de cœur humain pour la personne, pour son art, et pour aussi, ça m'a provoqué une euphorie de mettre un maquillage drag, d'incarner ce personnage drag, qui n'avait pas encore de nom à ce moment-là. Mais ça a maturé dans ma tête quelques mois, quand même, avant que je me dise
Et en parallèle, j'étais en train d'écrire Chronique de la forteresse du King, où on cherchait une activité pour le personnage principal. Parce qu'on avait un peu tout le storytelling et tout, mais on n'avait pas genre, c'est quoi qui drive le personnage. Du coup, j'étais en mode, ça pourrait peut-être être un drag king. Génial. Et j'avais pas encore Yax en tête pour le rôle principal là. Et c'est en mars il a fait un nouvel atelier, mais à l'issue de l'atelier, il disait vous pouvez faire ma première partie. Lui, il allait jouer son spectacle déréglé. Et du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, quoi. Let's go refaire l'atelier et let's go monter sur scène. Et vu que je suis quelqu'un qui est de base derrière la caméra, ça me changeait bien, quoi. Enfin, c'était assez violent. C'était assez différent, quoi. L'idée d'être exposé sur scène, alors que d'habitude, je suis derrière la caméra, c'est les autres qui sont exposés. Donc là, ça a été un peu la révélation, quoi, de ok, c'est aussi hyper agréable de porter ses idées face à un public, il y a un truc un peu brut, quoi. Genre, un film, t'attends de voir comment il marche, il est publié sur Internet, dans les salles ou quoi. Alors que là, c'est effet direct, quoi. Tu vois la réaction des gens en live, quoi. Ah ouais, ça c'est... Donc ça, c'est assez fou, quoi. Et du coup, après, on a commencé à devenir amis avec Yax, donc assez naturellement, en voyant comment il avait joué sur scène et tout, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais qu'il soit l'acteur de mon film. J'ai quand même fait passer des castings, etc. Mais c'est toujours lui qui revenait, quoi. Je me suis dit, non, mais je veux le faire avec lui, ce film. Et en parallèle, c'est devenu mon père drag. Parce que je trouvais ça... Enfin, je ressentais pas le besoin spécialement d'avoir une figure paternelle, mais je me suis dit, c'est mon père drag. C'est lui qui m'a introduit à cet art, c'est lui qui m'a appris plein de choses, qui m'a aidé, qui m'a porté, quoi. Et du coup, ça s'est fait naturellement, cet aspect de famille drag. Pour ceux qui connaissent pas du tout ce milieu, un père drag, c'est quelqu'un du coup qui va t'aider à du coup comprendre comment marche le milieu et t'introduire à ce dernier. Oui, c'est ça. Souvent, c'est quelqu'un c'est l'aspect de famille choisie, en fait. C'est quelqu'un qui va avec bienveillance te prendre sous son aile en quelque sorte. Après, ça dépend. Certains, c'est à des degrés assez proches. Nous, on est amis. Je sais que si j'ai un souci ou des questionnements sur un événement, une performance, tout ça, je peux aller le voir, il sera là. Il y en a où des fois c'est un peu plus distant, c'est comme si c'était plus des gens dans un collectif, ensemble. Voilà, mais ça c'est au degré, c'est très personnel, ça se fait entre chaque parent, enfant, drag. Mais voilà, c'est cet aspect d'entraide et de se retrouver sous un même... une famille choisie, quoi. Et puis c'est quand même assez rare. Pour moi, j'ai l'impression de voir des drag kings au cinéma, par exemple dans le court-métrage, là. Le drag king au cinéma, je dois avouer que on va dire dans les films grand public que tout le monde connaît, j'ai pas d'images qui me viennent à l'esprit. Les drag queens, il y en a quand même quelques-unes, mais du drag king, j'en ai pas à l'esprit. Il y a des documentaires qui ont été faits quand même, notamment Parole de King, de Chris Lag, qui a maintenant 10 ans. Je me souviens plus trop de la date exacte, mais qui avait bien mis en avant le drag king de cette époque, parce que ça progresse très vite. C'est un art en constant mouvement, quoi. Après, là, il commence à avoir par-ci, par-là des courts-métrages ou des documentaires sur le king, mais c'est pas encore mis sous les grandes spotlights, quoi. J'ai aucune idée, j'avoue, de le drag comme on le connaît aujourd'hui, par exemple les performances comme elles sont faites maintenant. Depuis combien de temps ça existe vraiment ? Ça, je serais pas trop capable de dire, parce que en soi, l'art du drag, même sans poser le mot dessus, existe depuis des siècles. Enfin, l'aspect de transformation physique, performance du genre, c'est hyper vieux, quoi. Même le drag king, parce que souvent les gens ont plus en tête les drag queens qui ont plus de visibilité que le king, et pourtant les kings ils sont là depuis aussi longtemps. C'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes passés, mais voilà, c'est présent depuis super longtemps. Et on va pas mentir, il y a quand même eu un regain d'enthousiasme pour le drag avec tout ce qui est émissions comme RuPaul Drag Race, etc.
Et du coup, ça fait que là, c'est encore plus en expansion. Enfin, en ce moment, il y a une sorte d'engouement pour le drag, alors que des gens comme Yax sont là depuis des années et des années. Et à l'époque, il n'y avait que eux, quoi. Enfin, il y a 8 ans, il y avait Yax Feriventi, Ricoloscopia, et voilà, quoi. Enfin, c'était plus calme, quoi. Et là, on est en plein dans une sorte de boom et d'entrain pour le drag, même du grand public. Les drag queens sont beaucoup plus visibles que les drag kings. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que souvent, c'est des hommes cis. Ok. Non, enfin, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. C'est déjà Drag Race, c'est que des drag queens. Et c'est une émission hyper populaire, etc. Enfin, ça s'appelle Drag Race, mais c'est que des drag queens. Après, je ne saurais pas expliquer. Enfin, je suis pas, je pense, assez bien placée pour expliquer concrètement le pourquoi. Mais ça a assez de. Enfin, c'est pas trop une blague en fait, que c'est juste parce que c'est des hommes cis. C'est pas tout le temps des hommes cis. Il y a des personnes trans, des personnes non-binaires qui peuvent faire du drag queen, etc. Mais il y a quand même cette imagerie. Oui, et des femmes aussi, absolument. Mais c'est juste qu'il y a cette imagerie de l'homme qui se travestit et ça domine. Ouais. C'est dominant encore. Est-ce que tu connais, enfin, je sais pas si ça existe d'autres émissions ou concours qui mettent en avant d'autres types de drag du coup? Oui, il y a Dragula, qui est aussi une émission américaine, mais pour le coup, le concept, c'est que des personnes qui font du drag du niveau horreur, mais qui prennent des drags de partout dans le monde, que ce soit des drag queen, drag king, club kid, drag créature. Il y a tous les types de drag, et c'est des personnes qui souvent touchent au make-up FX, etc. Enfin, c'est hyper impressionnant, Dragula. C'est un peu trash, faut aimer le gore, parce que voilà, c'est plus un mood horreur. Mais déjà, il y a cette émission qui montre d'autres types de drag. Donc, toi, ton nom de drag, c'est Fox Mulder. Why Fox Mulder? Ça vient aussi du cosplay, parce qu'en fait, Fox Mulder, c'est le nom du personnage dans X-Files, une série des années 90 où il y avait un duo d'agents du FBI qui enquêtaient sur les aliens, donc Mulder et Scully. Et un de mes tout premiers cosplays, c'était Mulder. Et du coup, depuis le lycée, j'ai plein de potes qui m'appellent comme ça. Et du coup, quand je cherchais un nom drag, j'étais en train de me faire chier à trouver vraiment genre tous les jeux de mots et tout, parce qu'il y a vraiment des jeux de mots incroyables dans les noms de drag. Mais j'étais en mode, je m'y reconnais pas. Genre, j'y retrouve pas ma vibe et tout. Et du coup, assez naturellement, j'étais en mode, genre en fait, c'est Mulder, mon nom de personnage et tout, depuis le lycée. Du coup, j'ai gardé le prénom du personnage aussi, même si je préfère qu'on m'appelle Mulder que Fox Mulder. Mais du coup, j'aimais bien. Enfin, je sais pas, je me suis dit que c'était naturel, quoi. Il y avait un historique, il y avait un truc, ok, il n'y a pas de jeu de mots et tout, mais voilà, c'était le plus naturel pour moi. Et quelles sont les caractéristiques de ton drag? Waouh, c'est dur de... En plus, ça fait que depuis récemment que je me dis, oui, non, mais c'est vraiment un personnage. Genre, c'est pas moi à 100%. Genre, même si on partage des trucs. Je dirais que la caractéristique, c'est l'aspect un peu gentleman. Genre, c'est trop gênant. Non, mais c'est l'aspect un peu mimi gentleman, toujours un peu classe, dans le sens où je suis souvent, la plupart du temps, en chemise, chaussures de costume, pantalon de costume. Enfin, il y a quand même un aspect assez doux et sensible aussi. Et toujours des thématiques sur des choses qui me touchent moi, la transidentité, la santé mentale, les représentations queer au cinéma. C'est un king que je veux vraiment lier au cinéma, justement. Ouais. Genre que ce soit dans les chansons choisies, dans les textes que j'écris, parce que je fais du lip sync, mais aussi des textes, des fois que je lis juste. Et du coup, voilà, j'essaie d'avoir le cinéma aussi présent dans ce personnage drag. Est-ce que c'est lié de près ou de loin aussi avec... est-ce que des fois tu aurais envie de le relier avec ta passion pour le cheval, par exemple? Parce que les premières photos que tu as mises sur ton compte, c'était avec ton cheval. En vrai, absolument. Genre, ma toute première perf, c'était sur une musique de Spirit, les talons des plaines. Je défendrais ma vie parce que j'étais en mode, mais il y a giga un sous-texte queer là en fait. Et du coup, j'aime trop réinterpréter des chansons comme ça où on voit pas de sous-texte queer et mon but c'est que ma mise en scène sur scène fasse comprendre qu'il y a un truc queer. Mais du coup, j'avais vraiment choisi de me montrer sous le biais du cheval et du cinéma. C'est pour ça que je reprenais la figure du cow-boy
sur mon tout premier shoot drag. Et bon, peut-être que bientôt, il y a un nouveau shooting cowboy qui va sortir. Peut-être que vous le verrez bientôt. C'est peut-être en feat avec un autre qui est un peu stylé. Non, je tairai le nom. J'ai envie de savoir, mais non, je leur dis pas. Tu disais qu'au début, c'était difficile de performer, enfin, c'était impressionnant de performer. Comment tu le vis maintenant? Comment tu as vécu ta première scène et comment tu vis cette évolution-là? Ma première scène, j'avais l'impression d'être raide comme un piquet, d'être en mode hey, je défendrai ma vie, la 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 la. Mais à la fois, je voyais bien que je sortais de ma zone de confort et que je tentais des trucs mais jamais j'oserais en civil. Si vous voulez me voir danser en civil, faut que je sois bien arrosée, comme on dit. Sinon, c'est pas possible. Alors qu'avec le drag, genre, je me permets des trucs que dans la. Enfin, on va dire que j'ai une autre personnalité, mais que Noah se permet pas, quoi. Et ce qui m'a beaucoup aidé pour être à l'aise sur scène, c'est de commencer à prendre des cours de danse et de m'entraîner, en fait, aussi. Genre sur l'aspect théâtral, sur l'aspect chorégraphié, enfin. Parce que j'ai pas du tout l'habitude, quoi. J'ai jamais fait de cours de danse ou de théâtre. Enfin, j'ai fait un an de théâtre dans ma vie. Mais du coup, c'est ça qui m'a aidé. Puis après, je pense qu'il y a aussi l'habitude, enfin, le travail, le fait d'être de plus en plus confronté à la scène. Puis aussi de pratiquer, quoi. Genre, c'est ça qui m'a aidé de pratiquer. Puis avoir les retours, les conseils, etc. de mon entourage. Bah, ce que je trouve impressionnant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se lancent dans le drag qui n'ont pas du tout eu un passif de scène avant, justement. Et autant, je sais pas, quand tu sais, imagine, tu fais un spectacle de danse, bah, tu as eu toute l'année pour danser devant tes profs, les gens. Et tu sais, au fur et à mesure, tu es habitué au regard des autres. Alors que, bah, du coup, quand tu fais du drag, j'ai l'impression que bah, ta première fois, c'est direct sur scène, quoi. Pour certaines personnes, il y a plein d'autres qui ont eu un parcours de scène avant, mais c'est ça que je trouve assez admirable aussi. D'avoir ce retour, hop là, d'un coup, t'es lancé sur scène. Ouais, c'est ça. T'es un peu jeté dans le grand bain direct. Mais après, j'aimerais bien rappeler aussi que le drag, faire du drag, c'est pas que lié à la scène. Dans le sens où on n'est pas obligé de faire de la scène pour faire du drag et que ça passe par plein d'autres actions. Enfin, justement, moi, j'essaie vraiment de le porter aussi à travers la photo et la vidéo parce que c'est des médiums qui me parlent et qui permettent d'accéder à un autre public, qui permettent d'autres mises en scène. Et du coup, ouais, il n'y a pas que la scène du coup dans le drag et c'est vraiment cool aussi de pouvoir explorer plein d'autres médiums. C'est pas une obligation, quoi. Il y a des drags qui font que des vidéos, par exemple, qui sont que sur Internet, par exemple, qui font jamais de scène. Il y a des drags qui sont beaucoup plus présents sur Internet ou sur, ou je sais pas, des textes, des articles, etc. que sur scène. Enfin, c'est vraiment libre, quoi. Ouais. Et puis surtout, vu qu'il y a une sorte d'expansion du drag, etc., il y a aussi des fois, c'est compliqué de trouver des scènes. Et du coup, il faut trouver aussi d'autres médiums, d'autres formats, je trouve, pour pouvoir partager ces messages, quoi. Grave. Et toi, tu as commencé du coup à justement hoster tes propres événements. Incroyable. Donc, est-ce que tu peux nous présenter le Picture Show ? Ça me tenait vraiment à cœur d'organiser mes événements pour lier drag et cinéma. Et le tout premier qu'on avait organisé, c'était une soirée de levée de fonds pour Chronique de la forteresse et du King, avec le casting du film, donc Yax Ferry, Venti, Holokid, Van God, enfin, il y avait mes camarades, quoi. Et du coup, c'était ma première expérience de organiser un drag show. Et je me suis dit, c'est vachement bien quand même. Et je me suis mis à préparer le projet du Picture Show, qui est un drag show qui mêle cinéma et spectacle drag sous la forme de, en première partie, projection de court-métrage queer, deuxième partie, un spectacle drag sur le thème du cinéma. Et du coup, ça s'est fait en mars dernier. Et c'était incroyable, quoi, parce que c'était hyper touchant de voir que les gens réagissaient autant au film qu'au spectacle drag, que le public était au rendez-vous, était à fond, qu'on a vraiment proposé quelque chose d'original. Mes deux camarades sur ce projet, c'était le drag king Tao Piasset et la drag queen Sally Korn. Et c'était vraiment de très belles rencontres. Enfin, Tao, je le connaissais déjà, mais c'est de belles rencontres quand ensemble on a repris des scènes de Titanic, de la Cité de la Peur. On a aussi porté des messages sur
les vieux agresseurs là du cinéma, on les a détruits sur scène. On a parlé de la représentation queer au cinéma. Enfin voilà, on a porté nos messages, mais tout en passant par le prisme du cinéma et de la pop culture, quoi. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire ça, quoi. Ouais, j'ai déjà vu Tao sur scène, il est incroyable, hein. Ouais, bah il est très fort justement pour porter ses messages Oui, pour le et coup, ses il mises en porte des scène. messages très politiques. Et ça fait quoi de hoster son événement? Bah, j'étais hyper stressée de base parce que je me suis dit, bon, ok, le lip sync, etc., ça va, je commence à lire des textes pareils, c'est bon. Mais l'idée d'être le présentateur de la soirée, c'était hyper impressionnant, quoi. Et j'avais peur que, j'ai un peu de mal avec le fait de parler en public, genre porter ma voix, etc. Et c'est allé assez naturellement. Enfin, une fois qu'on rentre dans le jeu et tout, c'est un nouveau terrain d'expression et c'est trop bien, quoi, de pouvoir présenter les courts-métrages. Je faisais monter les réalisatrices ou les actrices sur scène pour qu'ils puissent parler de leur projet. Et puis ensuite, présenter mes camarades drag. Enfin, c'était vraiment trop bien. Puis j'aime bien... Enfin, au final, c'est un peu comme gérer un plateau de cinéma, je me suis rendu compte. Ah ouais? Ouais, dans le sens où t'es un peu le chef d'orchestre aussi de l'événement. C'est un plan séquence, quoi. Faut le tourner d'un coup. Mais... Ouais. Mais je pense, ouais, si je voulais organiser un drag show, c'était parce que justement j'aime bien le travail collectif et la gestion d'équipe, je pense. Oui, ça c'est un truc qui revient beaucoup dans ce que tu dis. Tu veux faire ta boîte avec d'autres gens. Les courts-métrages de base, de fait, c'est en équipe, hein, sinon je sais pas comment tu fais. Là, tu fais aussi tout cet aspect collectif, c'est important pour toi? Bah ouais, enfin, j'allais sortir une citation un peu pétée au sol, mais j'ai oublié quelle était, tu sais, genre seul tu vas plus vite, ensemble tu vas plus loin. J'étais sûre que t'allais dire ça. Non, Mais c'est vrai, hein. c'est les rencontres artistiques, enfin, ça fait des projets encore meilleurs, quoi, parce que tout seul, je ferais pas grand-chose. Je serais avec ma dépression sous ma couette en mode, tiens, et si je faisais un film sur un chevalier? Et voilà, quoi. Bah, c'est sûr que autant dans le cinéma que dans le drag, l'aspect de retrouver d'autres gens avec qui tu vis les mêmes galères, avec qui tu te comprends, avec qui tu as les mêmes vécus ou en tout cas ressentis. Là, par exemple, sur un plateau où on vit tous les mêmes galères, on vit tous les mêmes choses, c'est beau et ça apporte aussi parce que on est quand même dans des secteurs assez difficiles, on en parlait tout à l'heure. Et avoir d'autres gens qui sont là pour te porter quand t'en peux plus, ou alors en tout cas qui sont là pour t'apprendre aussi, pour échanger, Oui, c'est c'est ça, génial. enfin, c'est des belles rencontres, c'est des équipes, enfin, il y a un peu l'aspect famille, l'aspect communauté, enfin, c'est vraiment hyper agréable, quoi. Et pour ton drag, j'ai l'impression aussi c'est pareil pour tout le monde, je pense, mais qui grandit en même temps que toi. Là, c'est fou de voir l'évolution que tu as eue depuis les premières photos que j'ai vues, mais que ce soit dans ton attitude, dans ton maquillage aussi. J'ai l'impression que tu as pas mal changé ces derniers temps, tu as pas mal fait évoluer ton make-up aussi. Et, euh, et tes photos, tout, j'ai l'impression que même ton personnage grandit avec toi et même qu'il devient plus complexe avec le temps. Bah oui, je pense que enfin, mon drag se nourrit de ma vie personnelle, mais à la fois ma vie personnelle peut se nourrir de trucs de mon drag, quoi. Enfin, ça donne une confiance, ça donne plein de choses, en fait. Puis j'ai pris des cours de danse et de make-up aussi, ça aide. On remercie NJ Triolo et One Fox Sky pour les petits cours. Ah, c'est lui qui te les a fait les Oui. cours. Mais incroyable make-up artiste, allez Oui. le suivre. Avec le kink, c'est aussi une volonté de raconter des histoires comme le cinéma où il y a autre chose que tu veux faire passer. Moi, je sais que dans les différents médiums que j'utilise dans mon art, j'aime bien, je sais pas, dans la photo, parler de messages, parler de mood. Quand j'écris des trucs, c'est autre chose encore. Comment tu ressens ça? Est-ce que tu sais quelles histoires mettre où? Quelles choses que tu veux raconter mettre où? Est-ce que tu fais un mélange? Je trouve que, genre, mon drag et mon cinéma sont assez connectés, mais à la fois, je porte pas les messages de la même manière. Parce que je pense, avec le drag, je suis un peu plus direct, un peu plus coup de poing. Je suis plus frontale. Alors que dans le cinéma, j'essaie quand même de porter les mêmes sujets, c'est-à-dire, par exemple, la santé mentale, la transidentité,
mais de manière plus subtile, et à la fois, c'est pas des fois enfin, pour la transidentité notamment, c'est pas le sujet de Chronique de la forteresse et du King. Le personnage, il est comme ça, et puis voilà, à aucun moment on en parle, en fait. C'est juste un personnage trans, de la représentation. Et du coup, je pense que j'accède à un public qui est pas spécialement queer et qui va pouvoir être sensibilisé à ces sujets. Et j'aime bien l'aspect aussi de... Je pense que mes films, je les pense un peu en termes de grand public, genre pour que tout le monde puisse se retrouver dans ce personnage. Que la personne soit cis, trans... Enfin, c'est pas le sujet du film, quoi. Genre, c'est un film queer sur la santé mentale, mais à la fois, tout le monde peut se retrouver dans ce personnage, tout le monde peut projeter quelque chose dans l'armure qui suit ce personnage. Et ça me tient vraiment à cœur dans mon cinéma, je pense, d'être assez universel, tout en montrant des personnages qui me ressemblent, quoi. Euh, Qu'est-ce que ça apporte de parler à tout le monde, tu penses? Bah, moi, je trouve que c'est comme ça que le public sera plus sensible à nos causes. Quand je dis nos causes, nos luttes en mode la communauté LGBT+. Parce que, bah... Enfin, si on fait que des films pour nous, ça risque d'être un peu compliqué que les gens nous connaissent, quoi. Parce que... Enfin... Je pense que j'aime bien l'idée de m'adresser à tout le monde pour que... Enfin, puis aussi, ça normalise les choses, puis ça les confronte à d'autres personnages que ceux qu'on a vus dans l'histoire du cinéma depuis plus de 100 ans, quoi. Donc, ouais, je sais pas, je pense que ça me tient à cœur que ça puisse toucher tout le monde, puis si ça peut inspirer des jeunes ou quoi qui n'ont pas spécialement accès au cinéma queer, etc., mais qui vont tomber sur ce film dans un festival comme ça, ou je sais pas. Enfin, je sais pas. Moi, c'est... J'aurais bien aimé avoir accès à plus de personnages divers dans les films que j'ai vus enfant, quoi. Je me serais peut-être retrouvée plus vite. Tu m'as dit que tu avais un réalisateur préféré. Qui est-il ou elle et pourquoi cette personne-là t'a inspiré à travers ses histoires? Dans les histoires que j'essaie de mettre en scène au cinéma, j'essaie toujours d'avoir un aspect imaginaire, c'est-à-dire que des fois il y a un peu la frontière entre l'esprit du personnage et sa réalité qui se mélange. Pas mal de poésie, souvent c'est assez doux, avec très porté sur les émotions. Et du coup, le réalisateur qui m'a inspiré le plus pour le moment, c'est Taika Waititi, que on connaît beaucoup pour Thor Ragnarok, qu'il a fait pour Marvel, mais qui est un réalisateur néo-zélandais qui a fait pas mal de films avec des enfants en personnages principaux, notamment Jojo Rabbit, Boy et À la poursuite de Ricky Baker. C'est un peu sa trilogie des enfants perdus, dans le sens où c'est des enfants qui sont mis dans des situations d'adultes et qui... On voit tout le film, toute l'histoire à travers leurs yeux, quoi. Donc Jojo Rabbit, notamment, c'est un petit enfant pendant les jeunesses hitlériennes, et qui est allemand, et qui est justement fanatique de Hitler, etc. Et du coup, on voit toute sa construction à travers ça, mais qui à la fois, c'est juste un petit enfant, quoi. Donc c'est hyper touchant, c'est hyper drôle, mais à la fois, t'as un sujet de fond qui est hyper sérieux. Et j'aime bien comment ce réalisateur aussi entre la poésie de l'enfance, mais à la fois les émotions et le drame du sujet du film. Et du coup, ça permet de parler de sujets graves, mais tout en étant dans un ton qui est plus de la comédie, de la satire, et du coup, t'oscilles entre rire et larmes pendant tout le film, et je trouve que c'est hyper fort pour porter des messages. Le fait de ne pas être dans le drame profond, et tu fais juste des sortes de drames poétiques. Je sais pas trop comment qualifier son style, mais c'est vraiment cet aspect de poésie autour des émotions, quoi. Et c'est vraiment le réel qui m'inspire le plus en termes d'écriture et de scénario, quoi. Comment tu sais comment être juste dans un film? Tu sais, quand tu écris une histoire, comment tu sais si tu rentres pas dans le cliché, si tu rentres pas dans le trop rigolo, le trop... J'ai du mal à trouver des jauges des fois. Je pense ça c'est pas mal avec le temps, parce que je sais pas si j'ai trouvé justement cet équilibre entre les deux. Mais je sais que je tends à vouloir trouver cet équilibre entre comédie, émotion,
sujet de fond. Enfin, j'essaie de trouver cet équilibre justement, et je pense que c'est en ayant des regards extérieurs et puis juste en essayant en fait. Enfin, si pour mon prochain film j'ai pas trouvé le parfait équilibre, bah je vais tendre à essayer de le trouver pour le prochain. Enfin, genre, enfin, je crois beaucoup en le fait d'essayer et de, au pire, se corriger. Mm, carrément. Les films de ce réal ont impacté ton travail à toi, tu penses? Bah, je pense en vrai. Enfin, au niveau du style de narration, la poésie et tout, je pense que je me suis vraiment inspirée de lui et d'autres, hein, mais lui, c'est vraiment genre. Enfin, quand je vois ses films, je suis en mode ouais, c'est ce genre de cinéma que je veux faire. Mm. Quand tu dis la poésie, c'est travailler la métaphore, par exemple? Ouais, je pense, enfin, c'est vraiment la poésie, enfin, c'est. Pour moi, c'est quand ça touche aux émotions, à la douceur, à des petits trucs de l'imaginaire. Enfin, c'est aussi la manière dont un réalisateur va composer entre son image, sa musique, sa mise en scène. Enfin, je sais pas, c'est tout ce qu'on peut utiliser pour créer une petite bulle d'émotions poétiques. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est dur de définir poésie. Dans tes futures histoires, tu sais un petit peu où tu vas aller là? Waouh, tu veux une exclue? Oui. Je sais que, enfin, bon, pour le moment, je suis vraiment focalisée sur finir Chronique de la forteresse du King, parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais je suis en train de réfléchir à une histoire qui serait plus une sorte de conte écologique, avec un petit enfant et une grande créature qui essaie de s'apprivoiser. Il y a toujours quand même un aspect fantastique en ce moment dans tes histoires. Toujours, j'ai eu l'aspect, la réalité et l'imaginaire, tu sais pas trop ce qui est réel ou pas, et tout le temps. Enfin, dans les courts-métrages que j'ai faits, il y a toujours cet aspect où il y a un moment où tu sais pas trop si t'es dans la réalité ou pas. Et du coup, toujours une petite touche de fantastique, mais tout en étant ancré dans notre monde. Pour finir sur le drag, est-ce que toi, il y a des euh, personnes qui font du drag que tu veux nous recommander ou juste des artistes lyonnais, par exemple, qui te touchent particulièrement ou de plus loin? Bah, je sais que moi, je suis particulièrement touchée par Yax, parce que c'est quelqu'un qui... Son drag, c'est à travers le texte et sa voix, et c'est assez incroyable les messages qu'il peut porter sur scène. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de poignant, de touchant et surtout de juste et de vachement vénère. Et ça fait du bien de voir un profil comme ça, quoi. Après, toujours dans mes amis, j'aime beaucoup Holokid qui lui passe par la musique, qui est un drag king rappeur. Et du coup, j'ai un univers très musical aussi, je pense toujours à la musique du film en écrivant, et du coup ça me touche énormément. Il va jouer le méchant, enfin il joue le méchant dans Chronique de la forteresse du King, et du coup j'ai pu collaborer avec lui sur de la musique et c'est incroyable. Mais après, dans la scène lyonnaise, il y a vraiment plein de drags qui portent des messages forts et qui sont chouettes. Bah, Tao Piacen notamment. Enfin, ce que je conseillerais aussi, c'est de suivre des collectifs de drag comme le Consortium, la Cousinade, qui permettent justement de voir plusieurs drags à l'œuvre, plusieurs types de drags. Et enfin, en ce moment, il y a vraiment des beaux projets qui se montent à Lyon, quoi. Le drag lyonnais, ça se lay, hein. C'est Ouais. vraiment très stylé. Et enfin, de tous les côtés, quoi. Il y a plein de trucs vraiment super, mais du coup, ouais, je sais pas si j'ai Bah, d'autres mots. trop bien, très bien. Comment tu vois un peu l'évolution de la scène drag ou enfin du drag en général? Est-ce que comment tu penses que ça va évoluer ces prochaines années? Bah, je sais pas si je suis installée depuis... Enfin, installée. Je sais pas si je suis là depuis assez longtemps pour avoir un regard assez extérieur pour pouvoir voir ça, parce que je sais pas comment était la scène drag il y a quelques années. Je sais juste que ce que je vois, c'est que je me suis lancée en décembre 2022, enfin mars, enfin entre décembre et mars de l'année dernière, et je vois déjà qu'il y a eu énormément de nouveaux drags qui sont venus depuis cette période-là. Et du coup, il y a énormément de personnes qui se lancent dans le drag. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de monde. Là, il y a beaucoup de monde. Alors qu'il y a beaucoup de scènes, mais pas beaucoup de scènes rémunérées aussi. Donc, il y a aussi la différence entre... Enfin, ok, c'est un art qui peut être passion, mais à la fois,
je sais que moi, je veux vraiment le porter professionnellement, notamment, et que sans rémunération, c'est compliqué. Donc, il y a aussi un petit peu un manque de budget dans l'art du drag, et c'est un domaine hyper précaire. Et du coup, c'est compliqué, quoi. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de scènes, peu d'argent. Du coup, faut trouver un peu l'équilibre là-dedans. Du coup, j'espère... Et à la fois, c'est cool que ce soit accessible à tout le monde. Enfin, il y a plein de trucs qui se mélangent un peu... Et c'est cool de voir professionnaliser le drag, mais à la fois, c'est aussi cool que des personnes se lancent là-dedans à tous les niveaux, à toutes les échelles, tous les types de drag. Enfin, c'est trop bien, quoi. Mais du coup, c'est vrai que c'est un domaine hyper précaire et c'est compliqué de savoir quoi faire. Donc, je sais pas trop comment ça va évoluer. À voir. J'imagine que c'est très rare d'avoir des cachets, par exemple. C'est plus des factures d'auto-entreprise ou des trucs comme ça. Je sais que ce que j'ai pas mal vu, c'était des factures d'auto-entreprise. Après, il y en a pas mal qui, quand ils sont en collectif, ils peuvent facturer via le collectif ou l'association. Je sais pas trop ensuite, mais des cachets d'intermittence en drague, je crois que c'est un peu la perle rare. Ouais, le cinéma lyonnais, t'as espoir, toi, pour ces prochaines années, que ça revienne en force? J'essaie de ne pas avoir de désespoir. C'est déjà très bien. Non, en vrai, en fait, c'est compliqué d'être dans genre de l'espoir brut parce que on est un peu en mode mais les politiques nous donnent de moins en moins d'argent dans la culture. Du coup, en fait, tout le monde veut payer tout le monde, mais à la source, il n'y a pas d'argent. Du coup, on est un peu en mode comment faire? Bon, finalement, je vais faire une pub pour Total. Non, justement, c'est dur aussi quand tu portes des valeurs précises. Et du coup, que tu corresponds à des projets précis, mais que ces projets précis sont super, mais n'ont pas d'argent. Ça fait un peu un cercle où c'est compliqué de trouver des fonds, de trouver des projets qui peuvent nous permettre de financer nos, on va dire, projets de cœur, etc. Mais pour pas trop déprimer, j'ai quand même confiance en nous, c'est-à-dire nous, les artistes indépendants de Lyon, pour qu'on trouve d'autres moyens pour contourner le système, le manque d'argent. J'ai confiance en nous, en fait. Même si ça se trouve, on va devoir aller acheter un village dans la Creuse avec nos économies et faire notre art là-bas, mais j'en sais rien. Mais non, j'aimerais vraiment que ça s'ancre à Lyon, qu'on arrive à vivre de nos projets, quoi. Ça fait plaisir d'entendre ça en vrai, parce que je pense que c'est ça qui nous porte tous ensemble, c'est que on garde espoir et si des fois on baisse la tête et qu'on perd espoir, il y en a d'autres qui nous disent si on y croit tous ensemble et qu'on continue à se battre, il y a moyen en vrai. Hein. Sur un malentendu, ça passe. C'est un peu ça, sur un malentendu, ça passe. À la fois, j'essaie de garder les pieds sur terre, mais j'essaie de penser un peu loin et grand. Et aussi, comment du coup, si on n'est pas drag king ou drag queen, ou si on n'est pas dans le cinéma, comment tout ce monde-là, on peut le soutenir? Pour le drag, faut venir au drag show. faut venir aux événements des artistes que vous aimez parce que ça leur permet de vivre. Et puis, ça nous soutient, même si des fois, même si c'est genre suivre les gens sur Instagram, c'est un peu notre LinkedIn. Partager leur création, etc. La visibilité, ça nous sert beaucoup. Pour le cinéma, venez voir nos courts-métrages. Et puis n'hésitez pas à venir nous parler si vous nous croisez à des événements, que ce soit du côté drag ou du côté cinéma. Ça fait hyper plaisir de parler de nos arts, nos passions, etc. Je pense que c'est ce qui aide le plus. En vrai, merci beaucoup Noah pour tout ça. Mais merci à toi. Mais merci à toi. Toi. Mais non, c'était trop intéressant. Et puis, on peut te retrouver sur Instagram. Tu as 2 comptes Insta, je les mettrai en barre d'infos. Et puis, tu as aussi une chaîne YouTube. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas très à jour, mais... Elle n'est pas très à jour. Si, en vrai, si. Genre, il y a pas mal... Vous pouvez retrouver tous mes anciens courts-métrages dessus. Mais il faut suivre les dissociés aussi pour toutes nos productions en temps réel. Pour avoir des nouvelles là, prochainement, oui, puis prochainement, on tourne le clip. Il sera tourné au moment où vous écouterez ce podcast, mais Pirate de Holokid, qui est plutôt stylé comme clip. Ouais, et qui est une personne qui a beaucoup trop de talent, c'est énervant. Oui, voilà, franchement, Holokid, si tu nous entends... Merci beaucoup pour tout ça, c'était trop intéressant. Je mets tous tes réseaux en barre d'infos.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, que la force soit avec vous. Que la force soit avec toi. Encore merci à Noah pour son passage par ici. J'étais ravie de le recevoir sur le podcast. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à laisser encore une fois 5 étoiles, à laisser un commentaire ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment très important pour la suite de ce projet, pour qu'il continue à vivre et qu'on puisse le faire évoluer tous ensemble. Merci à vous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. À très bientôt.